Le timbre-poste est vraiment une épreuve en miniature, une estampe en miniature et une véritable œuvre d'art à part entière. C'est la première fois depuis 25 ans qu'on présente les collections philatéliques au musée. Alors, au cœur de l'exposition, il y a le timbre, mais l'idée première était de valoriser le travail qui se trouve derrière, c'est-à-dire l'artiste créateur. Et c'est assez rare en France d'avoir des milieux qui travaillent aussi avec autant des graveurs, des illustrateurs, des artistes d'art contemporain, des photographes. C'est très ouvert et très riche. J'ai le souvenir justement de Salvatore Dali, de Jean-Michel Folon, des gens comme ça avec des timbres qui m'ont marqué. Le scénario, c'était de vouloir rendre hommage à toutes les étapes de la création d'un timbre et rendre hommage à des artistes qui sont un peu méconnus. C'était vraiment un parti pris très nouveau. On a voulu balayer la carrière de certains artistes pour montrer aussi quels sont les allers-retours entre leur travail de peintre, de sculpteur, de dessinateur de livres pour enfants ou de bande dessinée, et puis toutes ces influences qu'ils injectent dans leur travail philatélique. La pratique personnelle a alimenté évidemment toutes les pratiques que j'ai eues, pas seulement pour le timbre-poste. C'est mon univers en fait en tant qu'artiste qui s'est adapté au milieu du timbre. Ça m'a amené à travailler au point, à l'encre de Chine, au crayon de couleur, à l'aquarelle, à l'acrylique. L'idée, c'est de montrer ce geste d'artiste, cette facture bien particulière, propre à chacun, et de montrer que malgré un sujet bien défini, avec un cahier des charges très strict, on peut vraiment proposer des choses tellement différentes. C'est intéressant parce qu'il y a une grande diversité. Chacun a une personnalité, de la manière dont il dessine, ou les peintures qu'il fait, soit miniature, soit grand format, soit des collages. Toutes les techniques sont presque représentées puisqu'on a aussi de la sculpture. C'est une véritable œuvre d'art en miniature qui fait appel au talent d'un dessinateur et d'un graveur de timbre. Chaque timbre-poste, qu'il soit tiré à 10 millions d'exemplaires ou à 5 exemplaires, c'est une œuvre d'art originale. En philatélie, il y a quand même 3-4 noms qui reviennent régulièrement et d'autres un petit peu moins. Donc l'idée, c'était de montrer qu'il y a beaucoup de dessinateurs aussi. Il y a beaucoup de timbres, mais il y a beaucoup de dessinateurs. C'est encore un plaisir de la vie, un plaisir de l'âme. Nous avons présenté 9 artistes. L'idée, c'était de choisir des artistes qui sont très différents, qui font des choses très différentes, mais tous font des timbres. Ce qui les unit, c'est le timbre. Pour certains, le timbre, c'était leur vie. Par exemple, Henri Scheffer, c'était essentiellement un graveur et un graveur de timbre. Il était très travailleur, gravait beaucoup. Il a fait énormément, des centaines et des centaines de timbres pour les colonies, pour les territoires français et pour la France. Le timbre Rodin, il est particulièrement important dans son parcours de graveur de timbre. On lui a demandé de représenter un membre de sa famille. Ce n'est pas le seul graveur qui a été choisi pour faire ce timbre. Ils étaient plusieurs. On a dans nos archives plusieurs dessins sur le sujet et finalement c'est Henri Scheffer qui emporte le concours. Il y a aussi Pierre Forget qui était essentiellement dessinateur de bande dessinée. Il a fait l'école Estienne et à un moment, la voie de la gravure s'est ouverte à lui et il est même devenu prof à l'école Estienne de gravure. Pierre Forget, il est connu dans le domaine philatélique parce qu'il a fait également, comme Henri Scheffer, énormément de timbres, mais il est connu aussi des graveurs d'aujourd'hui parce que c'était tout simplement leur professeur. Pierrette Lambert, qui a commencé sa carrière en étant miniaturiste sur ivoire, est la première femme artiste, créatrice de timbres. Le timbre-poste, ça a commencé il y a très longtemps. Je faisais déjà des maquettes de billets de banque et j'allais à la documentation française. Et là, il y avait un monsieur qui admirait beaucoup mon travail et qui m'avait dit « Mais vous feriez bien des maquettes de timbre-poste. Pourquoi vous n'en faites pas ?» Alors il m'a donné
l'adresse de l'imprimeur, c'était à Paris. Et puis j'y suis allée, j'ai eu tout de suite du travail. Pierrette Lambert, c'est une artiste qui travaille essentiellement sur du petit format. Il y a un timbre que j'ai beaucoup aimé, c'était la reproduction de la Pietà de Villeneuve. Alors là, ça a été, quand je suis allée au Louvre pour prendre les couleurs, faire le dessin, je suis tombée en pamoison devant ce tableau. C'était quelque chose de merveilleux. Jean Delpech, il n'a pas fait beaucoup de timbres. C'est un touche-à-tout. C'est essentiellement un graveur sur bois. Et on le ressent à travers ses maquettes, ses dessins de timbres. On le ressent aussi dans la façon de graver ces timbres. Chaque dessin foisonne de détails. Des correspondances accompagnent ces créations, des correspondances entre l'artiste et le commanditaire, qui à chaque fois le met en garde, mais essayez de mettre moins de détails, car on ne verra plus rien sur le timbre. Parmi ces 9 artistes, 2 graveurs sont mis à l'honneur. C'est Pierre Albuisson et Jacques Jubert, qui sont de très grands graveurs, meilleurs ouvriers de France. Jacques Jubert, son parcours est très prolifique. Il a fait énormément d'études très différentes. Il est architecte de formation, graphiste. Il dessine et il sculpte. Dans le timbre-poste, j'ai rencontré cette espèce de variété qui caractérise un petit peu toute ma démarche, c'est-à-dire une variété de sujets. À chaque fois qu'on fait un timbre-poste, on a un sujet différent, donc une étude différente à faire. Le timbre-poste est destiné à tout le public. Donc, du point de vue stylistique, on est tenu d'utiliser un langage graphique compréhensible par 60 millions de Français. Jacques Jubert, c'est un graveur qui a modernisé le timbre dans le sens où, effectivement, c'est le premier qui a introduit des blancs dans la gravure des timbres. Pierre Albuisson, qui est essentiellement graveur, il utilise une multitude de traits en gravant, c'est tout en finesse. Plus il y a de traits, mieux c'est. Enfin, le timbre est vraiment parfait. C'est l'image parfaite. Sarah Bougot représente la génération des femmes fraîchement arrivées, en fait, parce que ça reste un milieu très masculin, la création du timbre-poste. Elle a commencé à créer les timbres en 2010. C'est une excellente portraitiste. On a choisi de présenter plusieurs portraits sous forme de timbre, donc celui de Françoise Dolto, de Mère Teresa, par lequel elle a commencé. Sarah Bougot a créé des timbres, mais elle a également créé des blocs feuillés de plusieurs timbres, de plus grands formats. Ça, c'est toujours un support qui plaît aux artistes, qui est très agréable à réaliser, à composer. Sarah Bougot continue toujours de graver des timbres, mais c'est une artiste qui a préféré se recentrer sur la gravure héraldique, la gravure en relief. Thierry Mordant, c'est un artiste qui travaille à l'aide d'une brosse à dents et auquel on a demandé la création du timbre Paris-Roubaix. Le premier timbre, en l'occurrence le centenaire du Paris-Roubaix, pour moi étant pareil, natif juste à côté de Roubaix, ça a été un projet tellement fort et symbolique. J'ai une petite anecdote avec celui-là, justement, où le fait de vivre sur la Côte d'Azur, je me retrouve finalement à faire un ciel très azuréen. Et c'est vrai que ça a donné lieu à une deuxième maquette. Et la Poste lui a fait changer de représentation d'image et lui a demandé d'assombrir le ciel de façon assez importante. J'aime travailler le timbre, mais à côté de pouvoir travailler en grand format, faire vraiment même du monumental, de la fresque. J'ai l'impression que les contraintes qu'on a pour le timbre-poste, voilà, le fait de travailler en grand format, c'est là où je m'autorise finalement de travailler librement. Siu, c'est la plus jeune des artistes qu'on expose au musée. C'est une artiste qui s'est beaucoup inspirée du folklore, des traditions japonaises. C'est un coup de foudre. C'est une artiste qui n'a pas fait beaucoup de timbres. Elle a à l'origine d'un carnet de timbres. J'ai été très libre, c'est-à-dire que j'ai adapté mon style au sujet, qui était les signes astrologiques. Le cahier des charges m'a poussé aussi à travailler donc sur un format carré, à penser le timbre aussi différemment, de par la réduction, puisque mon travail est très détaillé.
Donc j'ai dû à ce moment-là repenser aussi un petit peu ma technique pour l'adapter à des techniques d'impression. Souvent, dans le cadre d'expositions temporaires, on fait appel à un artiste, on lui commande une œuvre. Le musée lui a passé commande de cette fresque qui représente une factrice, une femme factrice, entourée de petits facteurs. Avec tous ces animaux, c'est une sorte de ménagerie, aussi une sorte de parade en fait, de distribution du courrier moderne, populaire et très coloré. Les timbres aussi, ça fait partie du patrimoine, c'est fantastique. Ça fait 20 ans que je travaille déjà, j'ai commencé très jeune, donc c'est en tant qu'artiste française la première fois que je suis vraiment mise en valeur et je vais faire partie d'une collection permanente d'État. C'est très très important que des jeunes s'attachent à l'univers du timbre. Et en parlant avec ces jeunes artistes, que ce soit Sioux, Sarah Bougo, Thierry Mordant, le timbre reste aussi un défi pour eux. La maquette est choisie. Par le truchement d'une glace, le graveur travaille à l'envers, comme le tisserand ou le typographe. Pour que le timbre soit à l'endroit, le poinçon est gravé à l'envers. Maître de Caris grave. Il grave de cette main ferme, puissante et sûre. Un instant d'inattention, une fatigue des muscles durs, un affaiblissement de la main, le burin glisse, le poinçon est détruit, tout est à refaire. Albert de Caris est un des graveurs les plus prolifiques, le plus important de l'histoire du timbre français. C'est sans doute celui qui a fait le plus de timbres. Et il avait une telle facilité à créer, à graver, à l'œil nu. C'est inimaginable pour les graveurs d'aujourd'hui d'ailleurs, je pense, qui ont toujours été confrontés à une loupe binoculaire. Et donc là, on met en valeur à travers un timbre qu'il a créé, un timbre d'usage courant d'ailleurs, le coq gaulois. Pensez qu'un maître graveur est capable d'inscrire 20 traits dans 1 millimètre. La typographie donc, qui apparaît en 1849 avec le premier timbre-poste français va être remplacée par la technique de la taille douce, qui est une gravure en creux et à l'envers, donc à partir des années 30. Donc elle va connaître son apogée des années 30 aux années 80. Albert de Caris était quelqu'un qui travaillait vite, qui esquissait vite, qui produisait beaucoup de croquis. Pour le coq, nous avons bien une vingtaine de dessins. Nous n'avons même pas pu tous les exposer, tellement il y en a. Objet de tant de soins et de patience, ces rouleaux, si délicats qu'il faudra souvent les refaire, toufferont les sillons de la virole pour y déposer leur encre. Au sein de l'imprimerie des timbres-postes, il y a toujours eu des graveurs permanents. C'était des postes occupés par des ouvriers graveurs à la base qui ne faisaient que corriger, retoucher les poinçons soumis par des graveurs indépendants, comme Albert de Caris. Depuis les années 70, ce métier-là s'est beaucoup libéré. On a permis aux graveurs de créer également les timbres, du début à la fin. On n'a pas pu présenter le travail de tous ces graveurs-là, mais nous avons choisi donc les 4 derniers. La toute jeune génération, donc Elsa Catelin et Pierre Barra. Il y a Jackie Larivière et Claude Jumelet qui sont leurs prédécesseurs. Maître de Caris grave. Là est le miracle du timbre. D'abord gravé en un seul exemplaire, multiplié à l'infini, on le retrouve enfin tout seul, en haut d'une enveloppe. Le premier timbre français est né en 1849, suite à la réforme d'août 48 de Étienne Arago. Cette réforme est très importante. Elle a révolutionné le monde, je dirais, parce que dorénavant, l'usager payait une taxe par rapport au poids de ce qu'il envoyait, du courrier envoyé, et non plus par rapport à la distance parcourue par les services postaux. Cette petite taxe se matérialisait sous forme d'un petit timbre. Un autre timbre français était à l'effigie de Cérès, une déesse antique des moissons, de l'agriculture. C'est un objet du quotidien, d'usage.
C'est une taxe, c'est une valeur fiduciaire. Le premier timbre est émis officiellement en janvier 1849. Il y a tout de suite des contrefaçons, exactement comme pour le billet de banque et pour la monnaie. Les premiers timbres, ils sont imprimés au départ à la Monnaie de Paris. Donc après, c'est la Banque de France qui va imprimer les timbres. Ce premier timbre ressemble beaucoup finalement à la monnaie parce que la déesse est montrée de profil, dans un cercle ovale. Le timbre, c'est vrai qu'il a une fonction, il a une valeur fiduciaire. Donc il a une fonction, c'est une taxe postale pour affranchir le courrier. Mais au-delà de cette fonction, c'est vrai que le timbre est en lui-même un support de création. C'est une véritable œuvre d'art en miniature qui fait appel au talent d'un dessinateur et d'un graveur de timbre. Au sein de Filaposte, donc la direction qui s'occupe de la conception des timbres, il y a toujours une chargée de projet qui s'occupe d'une émission de timbres. L'idée, c'était aussi de présenter les différentes étapes de sa création en remontant jusqu'à la commande. Habituellement, on demandait à l'artiste 3 dessins. Et parmi ces dessins-là, on n'en retirait qu'un seul. Et tous les autres dessins donc, seront refusés et conservés au musée de la Poste. Où nous avons toutes les archives de création du timbre, c'est-à-dire donc tous les dessins préparatoires, les dessins originaux des timbres. Tous les tâtonnements de l'artiste, tout ce qu'il a pu proposer qui n'a pas été retenu. Et c'est vrai que ça donne une histoire qui est finalement beaucoup plus vivante qu'on ne pourrait l'imaginer. Il ne s'agit pas juste de passer une commande à un artiste, c'est un travail qui consiste à beaucoup échanger, à le guider, à recevoir peut-être des propositions, des questionnements et y répondre. Par contre, dans le cadre d'un concours ou d'une mise en concurrence de 5-6 artistes, il y a un foisonnement de dessins incroyable. Le timbre est réalisé, mais derrière, il y a toutes ces étapes qui sont formidables. Et d'ailleurs, de commencer avec ce cabinet des refusés, de faire surgir toutes ces maquettes que les gens ont dessinées et ont poussées très loin, et de voir qu'ils ne sont pas sélectionnés dans les critères d'un concours, c'est toujours impressionnant. On a souhaité montrer une grande quantité de projets refusés dans l'exposition, que le public pourra vraiment découvrir et essayer de se faire son idée. Pourquoi tel projet a été refusé par rapport à tel autre. Et c'est vraiment très, très intéressant. Ici, on est dans l'une des réserves philatéliques, donc un petit peu le Saint des Saints, où nous conservons toute la production philatélique française depuis 1849, qui est la date de création du premier timbre-poste français à l'effigie de Cérès. Et nous conservons également toutes les archives du processus de fabrication et d'impression des timbres de France, d'Andorre, des collectivités et des territoires d'outre-mer. C'est un fonds vraiment exceptionnel, qui est d'une ampleur insoupçonnée et qui compte aujourd'hui plus de 450 000 pièces philatéliques. Le musée de la Poste est le conservatoire unique du timbre-poste, donc il assure la gestion et la conservation du dépôt obligatoire, donc il est le bénéficiaire et le gestionnaire pour l'État du dépôt obligatoire du timbre-poste. On a des centaines de milliers de pièces en collection et beaucoup de choses n'avaient absolument jamais été montrées au public. On a plus d'1 million de philatélistes en France. Donc c'est vrai que le timbre est encore vivant. Il y a 220 timbres qui ont été émis en 2020. Pour moi, c'est un moment magique. Ça m'est arrivé quand j'ai fait mon premier carnet de timbre de recevoir justement du courrier avec mes timbres. C'était très émouvant.